Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Heurtebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie pour RTI. Nous allons revenir sur les différents aspects géopolitiques de la guerre commerciale en cours initiée par la guerre des tarifs douaniers de Donald Trump. Donc nous avions déjà fait une revue, un état des lieux en parlant de la Chine, en parlant de l'Europe. Cette fois-ci, nous aimerions aussi nous intéresser au cas de l'Inde et des relations entre les États-Unis et l'Inde qui sont modifiées, altérées et on va dire d'une certaine manière dégradées par cette sorte de guerre économique que les États-Unis ont décidé de mener contre le reste du monde. Alors, première chose, c'est d'abord où on en est dans cette guerre des tarifs et quelle est aussi la vision ou quel est le but recherché par la seconde administration Trump qui semble extrêmement complexe, d'autant que l'équipe de la deuxième administration Trump, a continué, rétabli, étendu la forme de relative paix tarifaire entre la Chine et les États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a une extension d'un tarif de base entre les États-Unis et la Chine qui est en fait moindre que par rapport au reste du monde dans l'attente d'un accord provisionnel mais à plus long terme qui est encore à définir. Il y avait eu donc déjà des premières discussions pour faire baisser des accords qui étaient montés à 150%, 140%, à 10-15%. Mais aujourd'hui, il y a une attente par rapport à savoir quelle va être la version définitive. Et pendant ce temps-là, il y a une forme de tarif minimum qui est imposé par Trump à la Chine, qui est le tarif minimum imposé par Trump, par l'imitation de Trump, au reste du monde avant ce qui s'appelait le Liberation Day, qui était le moment où il a commencé à exploser cette base tarifaire de 10% pour tous les pays en donnant différentes propositions de tarifs douaniers à différents pays. Et pour l'Inde, donc, cette proposition qui avait été faite lors de ce jour de la libération, c'était donc un tarif de 26%. Ce qui a été décidé donc récemment par l'administration de Trump, c'est un tarif, des tarifs douaniers, des taxes douanières aux importations, aux exportations de 25%. Donc un gain de 1% qui est finalement extrêmement qui n'est pas un véritable gain, d'autant que à ces 25% s'ajoute du fait, et ça aussi c'est sur quoi il va falloir revenir, du fait que l'Inde est le premier importateur de pétrole issu de la Russie. Donc sur cette base, si l'on peut dire, de 25%, se rajoute encore une autre base de 25%, comme en fait des tarifs un peu comme une punition pour le fait que l'Inde est le premier importateur aujourd'hui de pétrole russe, qui sont vendus aussi à prix coûtant par la Russie, car les débouchés sont moindres puisqu'il n'y a plus ni l'Europe ni la Chine, ou plus exactement que ce qui est importé par l'Europe prend un détour qui n'est pas direct, ça peut passer par l'Inde, ça peut passer par d'autres pays tiers. Donc on arrive à 50%, ce qui est énorme, qui pourrait être amené à bouger, et ces 50%, ils sont aussi dus en fait à l'intransigeance qu'on peut tout à fait comprendre de Narendra Modi, qui veut absolument protéger l'agriculture indienne, puisque en fait au départ l'idée de Trump c'était aussi d'imposer à travers ces tarifs, on sait que c'est un peu en fait ces tarifs douaniers sont utilisés comme des moyens un peu de rétorsion, même d'une forme de chantage économique. Donc soit vous payez les tarifs pleins, soit
soit si vous voulez une ristourne dans des tarifs à 50-100%, ils peuvent être tout à fait délirants, vous devez acheter américain, acheter des produits agricoles américains, acheter des armes américaines. En gros, c'est les deux choses sur lesquelles et investir aux États-Unis. Donc c'est ça qui s'est passé notamment avec l'Union européenne. Donc l'Union européenne a eu 15%. Avec une promesse d'investissement de centaines de milliards dans la défense, dans l'investissement, ce qui d'ailleurs est en fait assez irréaliste, et ça a été pointé ensuite par d'autres. Les centaines de milliards promis à l'investissement, de l'investissement européen aux États-Unis, en fait, excèdent largement la capacité d'armes que pourraient produire les États-Unis. Donc en fait, ça reste assez fictif. C'est d'ailleurs pour ça que ça a sans doute été signé par l'Europe. Donc là, on est à 50%. Un refus aussi de Modi de céder sur l'agriculture. Et qu'est-ce que ça nous dit donc sur les relations entre Trump, les États-Unis et Narendra Modi et l'Inde? Alors donc, il faut se rappeler que pour la première administration, Trump, il y a déjà donc plus de 4 ans, entre 8 et 4 ans, il y avait une sorte de ce qu'on peut dire une sorte de bromance, comme on dit en anglais. Donc, disons que les relations entre Narendra Modi et Donald Trump étaient au beau fixe, qu'il y avait une volonté de réaffirmer un nouvel engagement entre l'Inde et les États-Unis. Et on sait que cet engagement, ce rapport entre l'Inde et les États-Unis, il se fonde sur un passif très fort qui est le soutien à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, le soutien des États-Unis au Pakistan, ce qui fait d'ailleurs que le Pakistan est pourvu en partie de matériel américain, en partie de matériel chinois, et donc ce soutien au Pakistan des États-Unis, ça a resté pendant longtemps un grief assez important, une source de ressentiment assez important de l'Inde vis-à-vis des États-Unis. Et avec Trump et Modi, il y a eu un rééquilibrage, un rapprochement du fait aussi que ce sont deux personnes qui ont une vision assez forte de la démocratie, du mandat présidentiel, et une volonté aussi d'avoir un but culturel. Hein. Donc c'est pour Modi, donc c'est l'hindouisme. Et pour Trump, c'est, on va dire, la conscience américaine ordinaire, matinée de protestantisme, qui est, on va dire, une sorte de vernis culturel qu'on peut apposer à la présidence Trump, qu'on qualifie de néo-traditionnaliste, puisque de néoconservatrice, de néo-traditionnaliste. Donc il pourrait y avoir en fait une sorte de rapprochement idéologique entre deux hommes qui sont sur des plateformes assez droitières, mais en fait pour la même raison, il y a justement en fait, puisque chaque dirigeant protège en priorité son propre pays, ses propres citoyens, il y a au contraire un conflit et une volonté aussi de l'Inde de ne pas céder sur sa stratégie qu'on dit de multi-alignement. Donc ça, c'est propre à l'Inde. L'Inde, depuis le début de son indépendance, veut avoir la possibilité de choisir ses alignements, refuse d'être purement dans un camp ou de l'autre, et l'Inde a aussi une relation de long terme avec la Russie, et elle ne voit pas pourquoi elle devrait sacrifier cette relation de long terme avec la Russie pour une des États-Unis, dont en fait le lien et l'alliance semblent extrêmement fragiles, extrêmement bancales, extrêmement aussi précaires, puisque ça change selon les administrations, et pour une même administration, pour un même président, ça change en fonction des buts commerciaux et des politiques commerciales. Donc l'Inde se trouve en fait ici dans une sorte de difficulté, puisqu'elle est toujours soumise à des pressions à la fois du Pakistan on peut dire, à sa gauche, donc des Pakistans à l'ouest, de la Chine au nord, du Bangladesh qui est maintenant plutôt anti-indien à l'est, donc et une alliance Chine-Pakistan-Bangladesh pourrait presque encercler New Delhi,
qui en plus doit maintenant faire face à une administration américaine qui est de moins en moins amicale envers elle et qui a même invité le général en chef des armées pakistanaises 2 fois à la Maison-Blanche et sur le sol américain, il a rappelé aux Indiens que le Pakistan était une puissance nucléaire. Donc les contacts et les relations entre l'Inde et les États-Unis sont maintenant extrêmement complexes et il faut voir comment ça peut évoluer. Mais la difficulté de l'Inde par rapport aux États-Unis, c'est qu'elle n'a pas quelque chose de spécifique à pouvoir vendre, elle n'a pas quelque chose sur lequel elle peut faire poids, comme la Chine. Par exemple, la Chine, avec les terres rares, a une manière en fait de contraindre Trump à la négociation. Et quand il n'y a pas ça, Trump fait un peu ce qu'il veut. Et le gros problème qu'on a évidemment, c'est que Trump, au final, ça on l'a déjà dit, et on le revoit encore dans le cas de l'Inde, traite ses alliés beaucoup plus mal que ses ennemis. Et on a ce paradoxe absolu que Trump rajoute 25% de tarifs contre l'Inde pour acheter, parce que l'Inde achète du pétrole russe, mais que la Russie est pratiquement aussi exempte de tarifs et de taxes, donc sous prétexte parce qu'il n'y a pas de commerce du fait des sanctions commerciales. Donc Poutine est le bienvenu aux États-Unis, il va aller en Alaska pour un sommet. Il est en Alaska pour un sommet avec Trump, mais si l'Inde achète à la Russie, elle se fait sanctionner. On est sur quelque chose qui est incompréhensible du point de vue indien, et surtout, ça met à mal 25 années de rapprochement entre l'Inde et les États-Unis, ça met à mal la structure du Quad entre Chine, Australie, Japon, États-Unis, qui était là pour cerner la Chine dans tout ce qui est son extension maritime, et tout ça pour un but commercial qui semble extrêmement à courte vue et dont on n'est pas sûr qu'il entraîne les avantages économiques nécessaires, mais il aura fait des dégâts diplomatiques extrêmement importants. Voilà, c'était notre point de vue sur ces relations Inde-États-Unis qui sont en train d'être chamboulées par la pratique de la guerre commerciale américaine. C'était Jean Evertebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.